Merci à toutes et à tous de participer à cette session. Je m'appelle Édouard Manche, je dirige le développement du retail pour Asana en Europe du Sud. Et aujourd'hui, m'accompagne Alice Le Goff, qui est Head of Content Factory chez Naos. Bonjour, merci pour l'exercice. Et aujourd'hui, eh bien, on va rentrer directement dans le sujet, un sujet passionnant qui concerne sans doute grand nombre d'entre vous, c'est-à-dire vous êtes sans doute des retailers, vous avez sans doute une activité commerciale forte, vous êtes peut-être en B2B ou en B2C. Et dans ce contexte, eh bien, vous animez des temps forts, des prises de parole tout au long de l'année, dans des plans d'animation commerciaux qui demandent l'orchestration multiple d'équipes à la fois au siège, en région et aussi pluridisciplinaires. Vous avez sans doute des Brand Content Factory ou des Digital Factory au sein de vos entreprises. Aujourd'hui, Alice va nous partager son expérience justement de l'orchestration de tous ces flux de travail en fait, que ce soit de manière tactique au début, puis stratégique après. Et puis comme on est en 2026, et c'est tout le thème de cette journée du Hub Forum, eh bien on va parler dans le présent et voir comment l'IA aujourd'hui eh bien, a aidé de passer d'un mode tactique à un mode, on va dire, stratégique dans une Content Factory et surtout dans un contexte de canaux multiples et aussi de parties prenantes nombreuses. Alors, Alice, les gens dans l'Assemblée connaissent sans doute Naos, pour ceux qui sont... Ou pas. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter Naos et nous expliquer eh bien, comment fonctionne ta Content Factory au quotidien? Alors, bonjour, donc je suis Alice Le Goff, Head of Content Factory Naos. Naos distribue, d'abord formule, fabrique ses produits à Aix-en-Provence et donc distribue notamment en pharmacie et parapharmacie ou institut, les marques Bioderma, Institut Estéderm et Etapure. Ça vous parle peut-être un petit peu. À fin 2025, on atteint un chiffre d'affaires de plus de 900 millions d'euros et on est présent dans énormément de pays dans le monde. On a plus de 40 filiales notamment. Donc moi, je viens plutôt du monde de l'agence et du digital. Depuis plusieurs années chez Naos, j'accompagne, on va dire, les marques à des niveaux filiales ou corporate sur des projets de gestion, effectivement, direction de projet et transformation un petit peu digitale. Depuis 3 ans, j'encadre et on a créé cette Content Factory Naos. Alors pourquoi cette Content Factory Naos? Historiquement, on avait des équipes créatives rattachées à des marques, voire même à des services, mais des équipes en silo, avec des outils, des pratiques différentes, des manières de travailler vraiment très différentes, multi-sites, multi-marques, et surtout on avait peu de visibilité sur à la fois la charge et la valeur de cette équipe. Donc le premier challenge finalement de la création de cette Content Factory, au lieu de se poser les questions de la production des assets purs, c'était de mettre une organisation au service de la créativité et de l'efficacité. Donc c'est effectivement pour cela qu'on a mis en place Asana pour nos équipes donc internes, donc une 12aine de personnes en interne, mais une centaine de clients internes, puisqu'on fonctionne un petit peu comme une mini-agence intégrée. Quand on a créé cette Content Factory il y a plus de 3 ans maintenant, c'était cette idée-là. Mais la nouvelle tension qu'on voit aussi aujourd'hui, et vous devez aussi sûrement la constater, c'est produire plus vite, avec toujours ne pas dégrader la marque, être efficient et être toujours en consistance. Donc notre vocation, c'était effectivement d'être une équipe transverse avec un point d'entrée unique, et c'est ça qui demeure. En tout cas, c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Nous, on est donc une mini-agence intégrée. On fait appel aussi à des freelances, évidemment. On ne s'empêche pas de travailler avec des agences, notamment des agences pour de la big ID ou pour de l'influence. Mais en tout cas, on est capable en interne de produire énormément d'assets pour toutes les marques et pour tous les touchpoints. Donc nous, Naos, on a plusieurs cibles. On a le dermato qui nous prescrit, on a le pharmacien qui nous achète puis qui nous vend, et on a le consommateur qui ensuite va acheter et utiliser nos produits. Donc forcément, en termes de kit go-to-market, vous m'arrêtez si je dis un peu des gros mots, mais en termes vraiment de kit d'activation que nous, on va mettre à disposition
de nos pays pour qu'ensuite ils s'en emparent et ils puissent les traduire. On a cette capacité vraiment à produire beaucoup de contenu. On a même d'ailleurs une double casquette. Notre métier, il a changé. Avant, on nous demandait un asset. Maintenant, on nous demande une solution. Pourquoi ? Parce que les équipes, elles évoluent, on arrive à monter en compétences, et puis surtout, il y a effectivement 2 aspects. On vient nous demander un kit go-to-market, donc de la prod. On nous demande aussi du shooting, parce qu'on a depuis 1 an un petit studio intégré en interne où on peut faire de la photo, de la vidéo. Ou deuxièmement, effectivement, on va nous demander plutôt de l'orchestration avec des agences. Ou de recommander ou de rechallenger peut-être des recostrat. Ça, c'est la manière dont moi je construis actuellement l'équipe, d'aller pas seulement vers de la production, mais vers de la recommandation et du challenge aussi de Big ID. Voilà. Je te remercie pour cette présentation. Et alors, ce qui m'intéresse, donc tu as un éventail de services large à apporter, et donc tout ça, tu diriges les demandes vers tes services, mais en premier lieu, tu parlais de silos organisationnels ou même d'outils. Comment tu as fait en sorte que, dans un premier temps, avant même de parler d'Asana, comment tu as fait pour, niveau adoption, niveau organisationnel, pour définir que 100% des demandes, maintenant, vont devoir passer par un seul canal et non par les usages coutumiers de chacune des marques et tout ce que tu nous as expliqué. Alors effectivement, les équipes, elles avaient l'habitude d'avoir un stagiaire, un alternant ou un directeur marketing qui venait les voir et leur demander pour hier ou pour demain un contenu. L'idée, c'était effectivement en tout cas, moi, j'ai décidé de ne pas laisser le choix. On a effectivement drivé un point d'entrée unique qui est un formulaire d'inscription et de demande qui est finalement dépose-moi ton brief et ensuite je l'analyse, et c'est ce qu'on appelle, nous, en tout cas, cette phase de traffic management où on va ensuite orienter les demandes. J'ai pas laissé le choix. Après, effectivement, ça grince un peu des dents, mais la contrepartie, c'est qu'on a apporté de la valeur parce que les équipes ont vu tout de suite le bénéfice, évidemment. J'arrive à avoir toutes mes demandes au même endroit, j'arrive à les prioriser, j'arrive à les documenter. J'arrive même, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais en tout cas à isoler et à savoir le temps que je passe sur les sujets. Donc ça, c'était super bénéfique parce qu'on travaille, on va dire, environ par an 90 gros projets, donc campagne ou fil rouge, sur toutes nos marques. Et quand je dis nos marques, c'est 3 plus 1 Naos, puisqu'on travaille aussi vraiment sur une dimension un petit peu corporate. Donc ça, le change, il était aussi pour le client, parce qu'il passe par email, par Teams. On a eu un suivi très resserré, vraiment en 3-4 mois. On a expliqué ce que c'était que le trafic et les gens y ont vu. Le succès, il vient aussi du fait que l'outil, en tout cas la manière de travailler, à être simple, hyper transparente, et ils se sont rendus compte aussi qu'ils avaient du coup des meilleurs briefs, ou en tout cas qu'ils avaient une meilleure capacité à faire appel à nous et à expliquer. Donc finalement, l'adoption, elle vient à la fois de l'outil et de la valeur perçue. Donc simplicité et transparence. Super. Et c'est là où on le voit de manière très concrète. Avant, des boucles de mail, vous n'aviez peut-être pas le bon stagiaire, le bon directeur marketing dans la boucle. Maintenant, il suffit de taguer la personne et vous avez toute la conversation et tout l'historique. Forcément, quand on travaille avec des équipes qui sont sur différents sites et aussi avec des équipes juniors qui peuvent être alternants, stagiaires, les semaines où ils ne sont pas là, il y a quelqu'un qui prend le relais. Pas besoin de travailler dans une boucle de mail ou de Teams. Très bien, donc là on décrivait un petit peu ce moment amont avant que le brief arrive. Et ensuite, là où je suis curieux que tu nous partages ton expérience, c'est OK. Ensuite, comment tu priorises et quelle a été ton approche de la mesure de performance d'une demande, nous qu'on appelle souvent non structurée, une demande de brief. Comment tu fais pour piloter la performance avec le volume, comment tu vas arbitrer les priorités, sachant, comme tu l'expliquais, tu as plusieurs marques, tu as des centaines de stakeholders internes concernant les demandes. Alors, c'est vrai que moi, je viens du monde du projet. Donc, la première question, en montant un petit peu cette équipe, c'était de se dire comment est-ce qu'on va réussir à valoriser et à identifier, et en tout cas isoler la valeur qui est créée. Donc, on a 2 KPI qui sont extrêmement simples. Le premier, c'est le temps. Le temps, c'est effectivement, donc, sur chaque tâche, sur chaque projet, donc soit de production ou d'accompagnement ou de gestion de projet, l'équipe saisit le temps qu'elle passe. Alors,
on n'est pas Ernst Young, hein, on ne saisit pas à la minute et on ne facture pas à la minute derrière, mais au moins d'isoler le temps qui est passé sur les outils. Et ça me permet, moi, de le convertir en équivalent driving means sur la base de TJM agence, en fait, assez classique. Et c'est là où les chiffres parlent et ça peut intéresser, d'ailleurs, dans les constructions budgétaires, on s'en empare fortement et on se trompe rarement quand on se base là-dessus. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, en 2025, on a produit pour 2 millions d'euros équivalent driving means de contenu et d'accompagnement de nos équipes. Donc ça, c'est vraiment le premier KPI, c'est le temps. Forcément, il sert aussi tous ces enjeux de bande passante. Le deuxième, c'est la satisfaction. Alors ça, c'est une analyse plus fine de notre portefeuille Asana. On va souvent, a posteriori de nos projets, aller voir à une dimension un peu plus qualitative alors par rapport aux dates de livraison qui étaient prévues, par rapport au nombre d'allers-retours qu'on a fait sur un outil, au temps qu'on a passé sur un outil. Ça nous permet vraiment de mesurer aussi cette satisfaction. On passe beaucoup par des REX et depuis 2024, on a mis aussi un NPS interne qui nous permet de suivre aussi un peu la satisfaction client, parce que vraiment, on est une mini-agence intégrée, donc demain, peut-être que les équipes veulent se passer de nous ou pas, c'est toujours la question, mais en tout cas, ça nous permet de le suivre. Et le troisième KPI qu'on commence à mesurer, on va plus loin en ce moment, on ne mesure plus seulement ce que l'on fait, mais plutôt comment on le fait, avec notamment un tracking des outils que l'on utilise. Alors évidemment, l'IA, vous me voyez venir, mais très clairement, on arrive à isoler sur quels outils on travaille pour aussi travailler toute la courbe d'apprentissage, tout ce qui est la partie skills. Donc la priorisation, dans la créa, vous le savez, c'est toujours soit pour hier, soit pour demain. Donc, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Donc, une Content Factory, c'est aussi une machine à arbitrer. Très clairement, on n'a pas le choix. Évidemment, les priorisations, elles sont simples. Business first versus des outils peut-être internes, le print avant le digital parce que des enjeux de délai, de localisation qui sont plus forts. Mais surtout, ce qu'on travaille, nous, c'est en équipe avec des weekly qui permettent à chacun de prendre un peu du recul sur son activité, dire moi là je suis en galère, j'ai besoin d'aide, donc on peut aussi redispatcher et en parler ensemble. C'est moi qui garde le lead sur la partie arbitrage des quelles sont les campagnes, quels sont les projets prioritaires cette semaine versus la semaine d'avant. Et puis aussi, on a un deuxième levier, c'est le côté plutôt zoom in, zoom out, d'avoir une roadmap. Une roadmap qui nous a été fournie par nos clients internes et que l'on va suivre de manière à moyen terme quand on a besoin de faire des revues, parce qu'effectivement, des lancements produits, ça peut être décalé, ça peut être accéléré aussi, ou en tout cas, il y a aussi des nouveaux projets qui arrivent. Donc, on travaille beaucoup ça. Et moi, en ce moment, je screen aussi beaucoup la partie plan de charge. Au-delà du temps qui est passé par les équipes sur un outil, c'est surtout sur quelle période ils vont être mobilisés. Vous me voyez venir, vous savez comment ça marche. Les circuits de relecture, les circuits de validation qui peuvent être longs. Donc, c'est aussi ça qui peut être assez painful pour des équipes. Donc, c'est ce que j'essaie de suivre aussi. Non, c'est très intéressant et je pense que tu pointes du doigt de ce cadre dans lequel tu évolues et tu innoves parce que la ressource humaine est finie, le temps est fini, tu mesures aussi des KPIs, tu as mentionné le NPS, aussi l'équivalent chiffre d'affaires que tu produis. Et alors dans ce je n'aime pas dire cadre, mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel tu évolues. Comment tu vois le passage à l'échelle et cette équation tu l'as dit, produire plus pour hier, parce que les demandes sont toujours pour hier, avec les aléas de demain des demandes, cependant, sans augmenter les coûts, sans augmenter la taille de la ressource humaine, hein, tu mentionnais le plan de charge, tout en préservant les marques magnifiques du portefeuille Naos. Le sujet, au-delà de la production, quand je prends un peu de recul sur le truc, effectivement, on voit des campagnes qui se multiplient, les touchpoints, etc. Mais le problème, c'est moins la production que la complexité. Oui, il faut produire plus, à moindre coût, avec toujours des enjeux de qualité. Les phénomènes qu'on voit, qu'on constate, mais je suis sûre que vous les constatez aussi, c'est effectivement plus de contenu, plus de déclinaison.
mais aussi plus de parties prenantes. Vous avez l'agence Big ID, vous avez l'agence Influence, vous avez l'agence Social Media, vous avez le 3Dist IA qui vous anime le truc, vous avez des retailers aussi qui ont des besoins. Donc ça complexifie le truc. On a aussi plus d'outils de production, on va pas tous les citer, mais effectivement, incluant l'IA, mais à côté de ça aussi, on a il y a pléthore d'outils de production. Donc ça complexifie le sujet. Et puis, on a des cycles de vie des assets qui sont plus courts. Par exemple, en ce moment, on a une proximité avec la filiale France, on travaille beaucoup sur ce sujet. Les retailers, effectivement, demandent un volume et une quantité d'assets qui est assez phénoménale pour une campagne ou pour un temps fort, ou à côté de ça, par exemple, je pense à Andromède, qui est l'algo de Meta, qui va vous dire il faut entre 40 et 90 assets par mois avec de la diversité, du contenu de qualité et une très grande quantité pour émerger en tant que marque. Donc très clairement, là, l'IA, quand on parle de passer à l'échelle, l'IA, il y a une puissance de passage à l'échelle qui est assez hallucinante parce que capacité à décliner plus, à faire des variantes et aussi le pouvoir notamment de la localisation. Quand nous, on parle d'un process global où effectivement on va produire du contenu à une échelle globale mais pour des marchés locaux. Donc ça, très clairement, nous, notre enjeu par rapport à cette scalabilité, c'est de passer d'une IA exploratoire, ce qui est déjà le cas depuis un moment, à une IA opérationnelle et ça, c'est tout l'enjeu. Moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est de réussir à analyser, mesurer un peu nos workflows et travailler une courbe d'apprentissage. Et alors justement, concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la Content Factory, que ce soit du côté créatif ou aussi côté pilotage? Parce que ce n'est pas que pour la production, mais aussi, tu as parlé de traffic management. En quoi ça a pu être utile? Alors c'est vrai que l'IA, nous on a créé cette Content Factory au deuxième semestre 2022 et en novembre 2022 arrive ChatGPT et Midjourney. Donc évidemment, le mois d'après, tout le monde me dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, oui, quand on est créatif dans un monde de l'IA, c'est pas simple. Mais si je prends un peu de recul, avant vous aviez une idée, vous alliez dans une banque d'images, vous trouviez votre image, ensuite vous la mettez dans Photoshop, vous mettez votre logo, vous ajustez votre couleur, vous mettez votre texte. Il y a 3 étapes. Bon, maintenant vous avez une idée, idéalement, ou alors vous allez la chercher chez ChatGPT. Ensuite, vous allez prompter, vous allez itérer ensuite dans un outil de création comme Gemini ou comme Midjourney. Après, vous allez upscaler votre contenu parce que oui, l'image, vous avez envie de la transformer en vidéo. Et puis voilà, après, vous la remettez dans Photoshop, vous allez remettre votre logo, vous allez ajuster votre colorimétrie, vous allez ajouter votre texte. Et après, vous allez la remettre peut-être dans un workflow d'IA générative pour décliner toutes les variantes. Donc finalement, le travail est le même, c'est juste qu'il y a plus d'étapes. Donc le graphiste, il est toujours là. On a toujours besoin de lui. Par contre, il devient un orchestre un petit peu d'outils dont certains intègrent de l'IA. Et c'est pour ça qu'on doit presque commencer à réfléchir nos concepts créatifs en intégrant dès le départ le fait qu'il va être scalé, qu'il va être décliné à l'infini. Donc ça, c'est vraiment la partie... Effectivement, il y a 2 types d'IA. Ces couches d'IA créatives, c'est pour la création, l'idéation, c'est très puissant. Faire des moodboards, faire des intentions. Après, cette deuxième IA créative, c'est toute la partie retouche, amplification qui va vous apporter le côté brandé de votre contenu. Et puis, la troisième couche créative en IA, c'est tout ce qui est scale, donc les déclinaisons, l'industrialisation. Et à côté de ça, effectivement, on a l'IA collaborative. C'est celle qui permet d'organiser, qui permet d'orchestrer, qui permet d'anticiper quand on peut, ou en tout cas, ça sera très certainement possible rapidement. Et c'est là où moi, j'aimerais insister par rapport au Content Factory et à l'IA. Quand vous êtes en entreprise, les mots-clés que vous avez, c'est IT, sécurité, gouvernance. Quand vous êtes un créatif en agence, c'est créativité, liberté. C'est la carte bleue du DA. Vous le savez comment ça marche. Tu testes tous les outils que tu veux, le temps que tu veux, tu vois ce qui marche. Nous, effectivement, les Content Factory en entreprise, on est un peu à la frontière entre ces 2 mondes où on a des contraintes brand et entreprise sécurité. Et à côté de ça, on a des envies de créativité qui sont
très forte. Mais ça, l'IA collaborative, elle demeure sur toutes ces couches-là. Alors justement, en parlant d'envie de créativité, je te prends pour le mot. Et demain, si tu pouvais demander une chose à l'IA pour la Content Factory chez Naos, ce serait quoi ? Alors l'IA en ce moment, effectivement, que ça soit côté créa ou organisation, elle automatise. Demain, effectivement, elle recommandera. Et puis après-demain, on copilotera très certainement. Moi, j'aurais 2 besoins pour aller plus loin, effectivement, et en se disant si on devait intégrer encore plus d'IA dans nos workflows en général. Le premier, ça serait d'avoir un nouveau modèle de gestion un peu de mes ressources qui soit adapté à mon organisation matricielle, multimarque, multicompétences, multisite, avec peut-être trois enjeux. Le côté, c'est l'analyse prédictive, effectivement, de la charge. On sait que les campagnes, elles peuvent avoir du retard, il peut y avoir des goulots d'étranglement. Donc ça, peut-être se dire d'avoir des workflows et des sujets plus... souvent, quand je parle de zoom in, zoom out, c'est vraiment de se dire comment on arrive à anticiper et à la fois être vraiment dans le très, très concret, puisqu'on est vraiment quand même très opérationnel sur ce niveau de travail. Donc ça peut aussi vouloir dire des recos de staffing. Pour cette campagne, sur la base du brief, je te dis, il faut que tu travailles avec telle personne sur tel sujet, peut-être externalise avec tel freelance qui avait bien bossé sur un outil équivalent, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Et puis aussi demain, moi je me disais, un premier niveau de réponse, j'ai reçu un brief mais il est mauvais. Finalement, l'IA peut très certainement faire le sale boulot à ma place et aller dire, écoute, ton brief, revois-le, il manque ceci, je te recommande cela, pourquoi pas. Ça serait pas mal. Et puis le deuxième aspect sur moi, qui me tient à cœur, c'est vraiment sur la dimension du process glocal et ROI, me dire si mon contenu il a été utilisé, s'il a été performant, me recommander peut-être aussi des choses. C'est pour essayer de passer d'une production qui peut paraître massive à une production qui soit plus adaptée aussi, presque même au niveau du marché. C'est une manière de rebasculer un petit peu le paradigme. Ouais, donc je pense qu'il y a des gens dans l'assemblée qui se reconnaîtront parce que c'est des thématiques qui collent pas que à la Content Factory, mais on pense à des processus de lancement produit, à des orchestrations de campagnes CRM. C'est vrai que quand il y a des plannings qui décalent, tout le monde est dans le même bateau, donc c'est très intéressant. Et peut-être pour parfaire la discussion, quels seraient tes conseils en fait pour se lancer, pour des décideurs ici qui n'ont pas encore de Content Factory, si toi aussi tu as des pièges à éviter depuis ton parcours depuis 2022? Alors le premier disclaimer, c'est qu'en fait il n'y a pas un seul modèle de Content Factory, donc ça dépend de si vous partez de zéro ou d'un historique ou pas. Mon premier vrai conseil, ça serait quand même de commencer par structurer votre organisation et votre équipe avant de vous lancer dans on va révolutionner la créa. C'est à mon avis peut-être pas la première bataille à mener. La première, ça serait de partir, je trouve, de la data créative. Analyser qu'est-ce que c'est votre kit go-to-market, qu'est-ce que c'est vos flux, c'est quoi les besoins de vos clients, que ce soit des marchés ou des clients B2B ou des clients B2C. Partez de ça, identifiez vos pain points, comme ça vous permet de construire votre organisation. Ça serait vraiment le premier conseil. Le deuxième, c'est d'encourager l'exploration. Moi, j'adore fonctionner à petite échelle pour se dire si on échoue, on échoue vite. Si ça marche, essayons de le dire un petit peu fort, ça peut être sympa. Ne surtout pas négocier le poids, sous-estimer le poids du change. Effectivement, il peut être assez colossal selon les organisations que vous mettez en place. Et beaucoup aussi dédier du temps à la formation et l'upskilling. Quand je dis formation, ça ne veut pas dire formation sur l'IA, etc. Mais c'est surtout de bien prendre du recul et faire d'apprentissages qui sont souvent individuels des succès collectifs. Je trouve que ça, c'est vraiment cette notion d'exploration, elle est hyper importante. Et mon dernier conseil, je nierais l'avoir dit, mais ayez le sponsorship de l'IT pour déployer un stack technique qui tient la route, que ça soit créatif, workflow, gestion de projet. Pourquoi ? Parce que des outils, on va faire des choix, on va se planter, évidemment, on va tester des trucs où on va parier sur le mauvais cheval, c'est certain, ça va arriver, mais on aura de toute façon dans tous les cas besoin de construire un écosystème pour rendre nos organisations plus intelligentes.
Et ça, sans avoir effectivement ce sponsorship, ça me semble compliqué. Voilà. Merci Alice, et je pense qu'en effet, c'est une très bonne ouverture, que ce soit sponsorship et donc gouvernance avec des départements experts, hein, des déploiements de logiciels tels que les départements informatiques, c'est nécessaire parce que on a tous démarré avec ChatGPT dans le téléphone, mais pour que la recette soit un succès au niveau d'une entreprise et que cette IA soit utile, non pas au niveau individuel, mais au niveau organisationnel, en effet, ça demande vraiment de l'accompagnement. Merci beaucoup, Alice. Merci. Et je vais faire la transition justement pour passer de ce modèle transactionnel, notamment on en parlait pour les contenus de la Digital Factory, vers des solutions qui collent aux demandes du business. Daphné, qui est architecte solution chez Asana pour le retail en Europe du Sud, va nous faire une démo rapide, parce que Asana, c'est une solution qui donne envie, avec des boutons d'une belle couleur, qui est engageante. Et donc, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de rendre vivant l'échange avec Alice. Alors, je vais prendre la place d'un traffic manager de la Content Factory de Naos et vous montrer comment j'utilise Asana pour prioriser les demandes entrantes, comme par exemple cette demande de campagne solaire qui est soumise par l'équipe marketing Bioderma. Elle va être automatiquement ajoutée à un projet qui va me permettre d'orchestrer les étapes suivantes. Donc d'abord analyser la demande. Vous voyez, elle vient d'arriver. Elle va passer un premier stade de qualification qui va me permettre de prioriser et l'analyser. Et donc à ce stade, je vais utiliser un agent qui va pouvoir m'aider à l'analyser et à la prioriser, non seulement avec le contenu de la demande, mais en ayant tout le contexte du reste des projets sur lesquels travaillent les équipes de la Content Factory. Donc là, par exemple, je vais aller ouvrir la demande et mon agent va non seulement m'aider à standardiser et classifier cette demande, mais aussi aller analyser le reste des projets pour comprendre quel est l'impact sur cette demande spécifique sur l'équipe, et de manière à ce que je puisse prendre des décisions plus rapidement et accélérer le traitement de ces demandes. Donc là, par exemple, j'ai un sizing avec les heures nécessaires pour chacun des livrables. Il me fournit aussi une vision des deadlines principales à respecter. Ensuite, vu qu'il a tout le contexte du travail des équipes, il va me fournir une analyse de la charge, par exemple, sur le semestre, de manière à ce que je puisse comprendre quelle est la photo à date de la charge des équipes. Et à partir de ces informations, il va m'aider à identifier comment staffer cette demande. Donc là, par exemple, il m'a fourni 2 scénarios de staffing, un qui passe 100% par de l'interne, avec des bénéfices, mais aussi un risque de surcharger certains de mes collaborateurs, et un scénario B qui est de passer par une externalisation partielle, ce qui me permettrait d'éviter un risque de surcharge et donc de non-respect des deadlines. Il identifie aussi l'impact de ce projet sur le reste des projets et de mes campagnes, avec les risques potentiels qui y sont liés. Mais il va non seulement m'aider à analyser et prioriser, il va aussi pouvoir m'aider à exécuter mes campagnes. Donc là, par exemple, il me recommande le scénario B. Je vais pouvoir interagir avec cet agent comme si c'était un collaborateur pour lui demander de poursuivre vers l'exécution, d'aller créer la campagne automatiquement dans ma roadmap de campagne, de manière à continuer à orchestrer les opérations, à fluidifier la réalisation de ces campagnes et à ce que mes collaborateurs soient notifiés de cette nouvelle campagne avec tout le contenu nécessaire pour qu'ils travaillent dessus. Et donc là, en quelques clics, il m'a aidé à prendre une décision plus rapidement, mais aussi à l'exécuter. Allons tout de suite voir comment cet agent fonctionne. La particularité de cet agent est qu'il est partagé au sein de l'équipe Content Factory.
Ce qui fait qu'il va vraiment pouvoir prendre un rôle et une responsabilité dans l'équipe. Je lui donne un guide comportemental pour qu'il sache comment se comporter, mais aussi accès à certains des projets, que ce soit dans Asana, mais aussi du contenu externe, de manière à ce qu'il ait tout le contexte pour aiguiller les équipes, accélérer nos processus, mais aussi à contrôler les données auxquelles il a accès et qu'il agisse en toute sécurité. Au fil des interactions avec l'équipe, il se construit une mémoire, ce qui va lui permettre de devenir vraiment spécialiste de certains sujets et de devenir de plus en plus pertinent. Et ensuite, il est capable de faire plein de choses. Donc là, on a vu qu'il avait aidé à prioriser des demandes entrantes, analyser des situations, créer des campagnes. Il est aussi capable, par exemple, de revoir tout mon portefeuille de projets pour analyser des risques, ou encore de me préparer un tableau de bord pour mon comité de direction. Donc voici le tableau de bord. Il me permet d'avoir une vue d'ensemble des indicateurs clés, donc par exemple les livrables prévus, mais aussi l'équivalent driving means calculé, la vélocité de production de l'équipe Content Factory. Ensuite, j'ai un bilan avec un avancement par projet. Et donc là, je vois vraiment en un coup d'œil quelles campagnes sont dans le rouge, lesquelles sont à risque et lesquelles fonctionnent bien, de manière à être alerté de ces signaux. Il me fournit une analyse de la charge par ressource créative, mais aussi de la répartition de la charge par marque, de manière à ce que je m'assure que le temps passé sur chacune des marques est aligné avec la stratégie de Naos. J'ai un bilan avec des alertes et risques liés aux projets en cours. Donc, par exemple, 4 projets sont en zone rouge, il y a une surcharge sur l'équipe. Mais il va aller plus loin que de me fournir cette situation, la situation actuelle. Il va aller me faire des prédictions et des recommandations pour anticiper les challenges à venir, comme par exemple le pic de charge identifié sur les mois à venir, avec des recommandations. Donc par exemple rééquilibrer la charge de travail en interne, mais aussi aller contacter des agences externes, des freelances, de manière à pouvoir absorber la charge à venir. Enfin, il va aussi me fournir des tendances et comparaisons, donc notamment pour que je puisse partager à ma direction comment évolue la productivité de l'équipe Content Factory. Donc là, on a vu un rapide exemple de comment les agents IA peuvent aider à accélérer la prise de décision en permettant de mieux prioriser, mieux analyser les demandes entrantes. Merci Daphné et merci pour cette préparation et présentation d'ailleurs en collaboration avec Alice. Et enfin, donc pour clôturer cette prise de parole, aujourd'hui, le but de l'intervention, c'était vraiment de vous expliquer de manière étayée, avec l'exemple d'Alice notamment, comment en fait l'IA est passée d'un paradigme d'automatisation avec des règles, on va dire, logiques, arithmétiques, à un pragmatisme d'une IA qui conseille, qui anticipe et qui aide à la prise de décision. Donc que vous soyez dans des Digital Factory, que vous soyez PMO ou que vous ayez une fonction qui soit proche de la gestion de projet, on vous invite à poursuivre la discussion sur notre stand qui est juste à gauche en sortant de la salle. Merci à tous.